Waouh! Bienvenue. En sanskrit ou dans le langage du yoga, on dit namasté. Namasté, ça veut dire que ce qu'il y a d'universel en moi rencontre ce qu'il y a d'universel en vous. Ce qui est commun entre ce qu'il y a ici, là, dans mon cœur, en moi, et qui est la même chose chez vous, que ces deux choses-là puissent se rencontrer. Peu importe votre forme physique, peu importe votre statut social, peu importe votre condition de santé, votre âge. Selon le yoga, on est tous composés d'un cœur. Et quand on parle du cœur dans le yoga, il s'agit de quelque chose comme la conscience, comme un principe universel d'amour, de bonté ou que sais-je, dont on serait tous munis a priori. Et puis ensuite, alors, d'un mental qui fonctionne plus ou moins bien selon les personnes. D'un corps qui fonctionne plus ou moins bien selon les personnes. Et notre mental et notre corps n'est pas fait pour s'entendre à tout prix. Il est bien possible qu'on ait des incompatibilités d'humeur. Il est possible qu'on ait une difficulté à se comprendre sur le plan intellectuel quand on se parle. Ou bien que vous trouviez que je ressemble un peu trop à votre père ou à votre grand-père ou à votre frère ou à votre petit frère. Et que ce soit difficile pour vous de vous relier à moi comme je suis. Et il se pourrait bien que vous me fassiez penser à mon grand-père, à ma grand-mère, à ma soeur, à mon frère ou que sais-je, et que ce soit difficile pour moi de me relier à vous tel que vous êtes. Vous comprenez? Mais ce petit mot namasté, namaha-te, namasté, ça veut dire peu importe toutes ces contraintes et toutes ces sources de conflits qui sont inhérentes à la nature humaine. Puissions-les les transcender, puissions-nous transcender ces différences-là pour pouvoir s'entendre sur un plan réellement humain. Puissions-nous nous voir, nous comprendre, nous parler, rentrer en relation d'une manière, même si c'est difficile parfois, ou même si c'est très facile parfois, peu importe, mais puissions-nous nous rencontrer à partir d'une forme de pureté, à la fois chez moi, à la fois chez vous. C'est ça que ça veut dire namasté. Donc c'est un tout petit peu plus profond que simplement salut. Vous voyez? Donc namasté, parce que pour moi, c'est une joie d'abord de vous avoir ici et de voir que vous êtes nombreux. Mais aussi c'est une difficulté parce que je vais devoir parler pendant 1 heure sans vous décevoir et vous avez pris toute une soirée pour venir et vous avez été convaincus. Je sais que pour certaines personnes c'est leur anniversaire. Je sais que pour d'autres personnes, on vient voir si ce que fait le conjoint, la conjointe. Et donc, par exemple, je sais que j'ai privé certaines personnes ici dans la salle de votre mari ou de votre compagne pendant déjà au moins une 50aine de jeudis sur les 2 dernières années. Ou bien qu'il y a un de mes successeurs qui vous a arraché un membre de la famille pour 7 à 8 week-ends par an, plus un stage de 5 jours, plus des cours individuels, plus peut-être un voyage en Inde, etc. etc. Peut-être qu'il y en a qui se sont mis à donner des cours de yoga déjà et qui donnent cours depuis plus longtemps que moi. Vous savez, quand je fais des formations, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent vous savez, je pratique le yoga depuis avant que vous ne soyez né. Alors, au début, quand j'avais 27-28 ans et que je commençais mes formations, je ne savais pas quoi répondre. Mais maintenant, je réponds namasté. Parce qu'il paraît que plus on fait du yoga avec le temps, et plus on devient sage, plus on comprend comment faire les choses et surtout, plus on arrive à sortir de l'ego ou des choses comme celle-là. Et c'est vraiment le sujet de la conférence aujourd'hui. C'est vraiment le sujet de la conférence, c'est d'essayer de vous montrer ou de vous amener derrière les postures de yoga, derrière l'image qu'on a du yoga, derrière les différents clichés qu'on a du yoga. Et donc une partie de la conférence de ce soir, ce sera d'essayer de casser une partie de l'image qu'on a du yoga pour essayer de la remplacer par une image qui est un tout petit peu meilleure. Mais si vous permettez, je souhaiterais commencer par un petit chant, comme je commence souvent mes cours par un chant, et parce que ça me rassure de faire
un petit chant sanskrit. C'est un chant simplement qu'on fait avant de commencer une activité intellectuelle ou une activité importante, et pour souhaiter que ce qu'on fasse, on le fasse sans qu'il y ait d'obstacles. Voilà, parce que vous savez, ici, on est à Liège et tout est possible. Hein. Il nous est déjà arrivé de donner cours dans cette salle-ci et qu'il y ait une péniche qui vienne se garer juste en face, je vous promets, hein, juste en face des vitres ici, hein, et que j'ai certains élèves qui pratiquent des postures, et vous savez, les élèves sont souvent, et vous pouvez le voir ici, il y a plus de femmes que d'hommes, et que tous les hommes dans le bateau se mettent à crier « Ouah !» Donc, je ne vous dis pas comment on fait pour essayer de garder une pièce calme dans ce cas-là, mais un des paramètres pour le faire, c'est de commencer par un petit chant. Donc, si vous permettez, je vais commencer par un petit chant, et aussi pour honorer tous ceux qui m'ont appris le yoga, dont notamment mon professeur Kaustubh Desikachar, également Franz Morse, avec qui j'ai débuté, qui habite ici quelques maisons plus loin, mais qui ne sera pas là aujourd'hui, et puis pour honorer aussi tous ceux qui suivront. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayit Sarvavighnopashantaye Yasya Dviradavaktradyah Parishadyah Parashatam Viknan Niknanti Satatam Vishvaksenantamashraye Jnananandamayan Devam Nirmalaspatika Kritim Adharam Sarvavidyanam Hayagrivam Pundarikaasanasinam Panduraprendu-sannibham Akhandabodhajanakam Hayagrivam Gurubhyastat Gurubhyascha Namo Vakamadhimahe Vrinimahe Chatatradyau Dampati Jagatampati. Merci. Donc, c'est un chant pour demander d'enlever les différents obstacles avant de pouvoir commencer un cours ou quelque chose d'important. Donc, le yoga, au-delà des postures. Au-delà des postures, pourquoi? Parce que d'abord, le yoga n'est pas du tout une discipline qui soit une discipline faite de postures et de cabrioles physiques. Et je pense qu'on doit se le rappeler encore et encore et encore et encore. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai environ 500 ou 600 amis sur Facebook. Je ne sais pas combien vous en avez. Je pense que vous en avez plus que moi. 5 ou 600, ce n'est pas beaucoup. Hein. Si jamais, vous pouvez me demander, hein, je vous accepterai. Et chaque fois que j'ai des amis qui font du yoga, à chaque fois, il faut qu'on les voie avec leur petite capsule vidéo. On les voit sur la tête. On les voit dehors sur une prairie, en train de faire une posture ou une autre, ou une autre, ou une autre, ou une autre. Et chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais mon Dieu, qui est-ce qui les a formés, ces gens-là? Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Parce que nous, si on fait ça, à un moment donné, notre prof va nous demander, mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Vous comprenez? Parce que une posture, la première chose à savoir, c'est qu'une posture de yoga, elle ne se prend pas simplement pour faire joli. Et d'ailleurs, ce n'est pas très joli. Je veux dire, il y a des postures, on ne sait pas où est le bras, on ne sait pas où est la jambe. Et la personne qui a fait sa posture, elle n'a pas l'air mieux après qu'avant. Il y en a même, ils sont pires après qu'avant. Et c'est vrai, hein? Donc, je me dis, à quoi ça sert de faire des postures
Donc vous devez savoir que le yoga provient en grande partie d'un texte. En grande partie, il a été, disons, résumé dans un texte qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali, dans lequel il y a environ 195 aphorismes. Des aphorismes, c'est des sutras, c'est des clés qui parlent du yoga et qui expliquent le yoga. Et c'est des clés d'ailleurs qu'on ne comprend pas si on les lit tout seul. C'est des clés qui doivent être expliquées par le prof et compris par l'élève ensuite. Donc c'est quand même tout un travail et c'est quand même quelque chose de très important. Et sur tous ces aphorismes-là, il y en a 3 qui parlent explicitement de la posture du yoga. 3 et uniquement 3 qui décrivent réellement la posture du yoga. Il y en a peut-être 2 autres dans lesquels le mot posture apparaît. En sanskrit, c'est le mot asana. Et pour le reste, on n'en parle presque pas. De quoi est-ce qu'on parle dans les Yoga Sutras de Patanjali? De quoi est-ce qu'on parle dans les textes de yoga? On parle de 2 grands paramètres suivant le type de texte dans lequel on s'engage. Vous avez d'abord des textes comme les Yoga Sutras ou d'autres dans lesquels on parle principalement du mental, de la manière de voir les choses, de la manière d'appréhender les choses, du rapport que l'homme entretient au monde, du rapport que l'homme entretient à ses congénères, du rapport que l'homme entretient à son corps, du manière que l'homme entretient avec sa respiration, etc., etc. Où on voit les choses d'un point de vue mental, avec le prisme que constitue notre mental dans le rapport qu'on a au monde. Ou bien aussi, vous avez des textes qui sont plus des textes de Hatha Yoga, dans lesquels on voit les choses beaucoup plus en termes d'énergie. Et ça, c'est un concept qu'on ne comprend pas, nous les Occidentaux. Aujourd'hui, soit on ne le comprend pas parce qu'on l'ignore, on est scientifique, on l'ignore, soit on plonge dedans sans le comprendre et on dit « Ah oui, tout est énergie, je sens ton énergie, machin, etc. » Vous voyez ? Et donc, c'est un concept aussi qui est mal compris, qui est le concept d'énergie, dans lequel les yogis expliquent que les outils du yoga nous permettent de faire circuler l'énergie dans notre corps d'une manière efficace, ni trop rapide, ni trop lente, pour que nos organes des sens fonctionnent le mieux possible, pour que notre mémoire fonctionne le mieux possible, pour que notre mental fonctionne le mieux possible, pour que nos émotions soient les plus équilibrées possibles. Et si vous regardez ces 2 grands paramètres-là, à chaque fois, vous avez finalement autre chose que des postures. Les postures ne sont jamais qu'un moyen d'accéder vers une autre dimension de la personne et ce ne sont jamais qu'un moyen pour accéder vers quelque chose qui est beaucoup plus intérieur chez quelqu'un. C'est pour ça que le yoga, c'est un instrument d'évolution personnelle et ce n'est absolument pas un cours de gymnastique. Maintenant, le yoga peut être extrêmement utile. J'ai en tête, à une époque, j'avais un élève qui était juge d'instruction dans un tribunal d'application des peines à Bruxelles. Et ce monsieur, extrêmement gentil, il devait faire le trajet tous les jours entre Liège et Bruxelles. Donc vous savez, c'est déjà 2-3 heures assis. Et puis il devait rester peut-être 8-9 heures par jour assis en voyant passer des délinquants ou des personnes emprisonnées. Et chaque fois, son dos en prenait un coup. Et il était incapable de faire ses lacets, par exemple, tout seul. Même en étant assis sur une chaise, pour lui, c'était au départ extrêmement difficile de faire ses lacets. Évidemment, pour quelqu'un comme lui, le fait d'avoir un corps qui fonctionne bien, qui bouge bien, le fait d'avoir fait des postures, ça l'a considérablement aidé dans sa vie. D'accord ? Il a pu faire ses lacets tout seul, s'habiller tout seul, etc. Donc pour lui, ça a été un immense gain dans sa vie de pouvoir pratiquer des postures qui ont renforcé son corps et qui lui ont permis de s'assouplir. Mais le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'on s'excite sur les postures, en fait, qui ne sont qu'un des outils du yoga. Et c'est l'outil qui est le plus tangible, parce que c'est celui qu'on peut comprendre le mieux de l'extérieur. On voit quelqu'un qui fait une posture, on essaie de la répéter. C'est ce que font les enfants, par exemple. Quand ils vous voient faire quelque chose, ils vous voient conduire, et puis ensuite ils prennent un jouet, ils essaient de conduire aussi, et ils imitent les choses plutôt bien. Eh bien, on fait la même chose avec les outils du yoga, en fait. On prend ce qui est facile, et on le répète, sans savoir que ce n'est qu'un outil parmi d'autres.
Par exemple, les postures font partie de ce qu'on appelle l'Ashtanga Yoga de Patanjali, c'est-à-dire le yoga des 8 membres. Et les postures, c'est un membre de ces 8 membres de l'Ashtanga Yoga de Patanjali. C'est un membre. Vous comprenez? Et ce qu'on explique quand on regarde des textes comme par exemple le Yoga Rahasya, qui veut dire les secrets du yoga, c'est qu'on doit enseigner les postures à nos enfants, disons à partir de 6-7 ans, jusqu'à plus ou moins 25. Pourquoi? Parce que c'est la période pendant laquelle le corps se développe. C'est la période pendant laquelle on construit son corps, ses muscles, ses organes de sens, sa mémoire, son système digestif, ses réflexes, etc., etc. On construit la plateforme qui nous permettra, une fois adultes, de pouvoir remplir au mieux toutes nos obligations. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, les postures sont très importantes. Et mettez-vous à la place d'un enfant ou d'un adolescent, mis à part aller à l'école, il n'a pas énormément de responsabilités. Et vous savez l'énergie qu'ont les enfants et qu'ont les adolescents. Nous, les adultes, on est souvent dépassés par nos jeunes. Hein. On est souvent dépassés à tous les niveaux par nos jeunes, tant ils ont de l'énergie. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut leur donner beaucoup de postures à ces jeunes-là, parce que les postures, ça va leur prendre de l'énergie. Vous savez, faire 1 heure de yoga physique, lever les bras, baisser les bras, cambrer le dos, se mettre dans telle position, mettre la tête comme ceci, bouger dans un sens, bouger dans l'autre sens, etc. C'est quelque chose qui est épuisant. Ça prend énormément d'énergie. Et donc, ce n'était pas un problème qu'on puisse prendre un tout petit peu d'énergie à nos enfants, prendre un tout petit peu d'énergie à nos adolescents, pour qu'ils puissent se construire eux-mêmes d'une manière saine. C'est ce qu'on appelle un investissement. Ils ont trop d'énergie d'un côté et on va le renvoyer vers l'expéditeur en leur demandant de faire des postures pour pouvoir se construire et doucement, ils vont être dans une forme de cercle vertueux par rapport à leur corps, par rapport à leurs émotions, par rapport à leur système digestif, à leur mental, à leur mémoire, etc. Et petit à petit, on essaie de construire des jeunes qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, qui connaissent leur corps, qui savent s'en servir, qui connaissent leurs forces, qui connaissent leurs faiblesses, qui ont un lien profond à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sont connectés à eux-mêmes et qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. En gros, je résume très très vite, hein. C'est tout un chapitre que je viens de vous résumer. Mais est-ce que vraiment c'est notre objectif pour nous les adultes qui avons des responsabilités, qui sommes fatigués, qui avons des problèmes digestifs pour la plupart, qui avons des problèmes relationnels, qui avons des responsabilités, qui devons prendre soin de nos enfants, qui devons régler tout un tas de conflits dans notre vie, qui devons payer nos impôts, etc., qui sommes toujours en retard. Est-ce que c'est vraiment notre objectif à nous de pratiquer 1 heure ou 1 heure et demie de posture tous les jours pour être encore plus fatigués? Vous comprenez? J'ai des élèves qui viennent me voir et qui me disent... J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir au début d'une démarche de yoga et qui me disent écoutez, j'adorerais faire du yoga, vraiment ça me touche, je suis vraiment persuadé que le yoga est quelque chose de bon pour moi et je trouve que c'est une discipline tellement lumineuse, mais je n'arrive pas à en faire 1 heure par jour, est-ce que vous m'acceptez quand même comme élève? Et moi, vous savez, quand on me dit ça, je me dis enfin quelqu'un de sensé. Enfin quelqu'un qui est en contact avec ses propres émotions et qui sent déjà ce que son corps lui dit, qui est déjà à l'écoute des messages de son corps, qui est déjà à l'écoute de sa propre énergie et qui accepte ses propres limites énergétiques, physiques et qui ne va pas se forcer jusqu'à l'obsession. Parce qu'on a des yogis aujourd'hui qui pratiquent 2-3 heures par jour, les yogis Instagram, les yogis Facebook, hein, les yogis LinkedIn et Google, etc. Et ils sont minces comme des bois d'allumettes. Ben oui, mais pourquoi? Ils sont épuisés, ces gens-là. Je veux dire, à force de se forcer, ils sont tout le temps en dehors de leurs propres limites. Vous savez, le yoga n'a pas été dessiné pour épuiser les gens, ou pour leur voler leur vendredi soir, ou pour leur voler leur week-end, ou des choses comme ça. Vous savez, mettez-vous à la place, il faut toujours revenir
à l'origine du yoga. Le yoga est né dans une société où la technologie n'existait pas. Okay, on ne pouvait pas s'envoyer des Facebook, des Instagram et des trucs comme ça. Il n'y avait pas de lave-linge. Il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Il n'y avait pas de système d'évacuation d'eau. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de mixeur. Il n'y avait pas tout ça. Ils voulaient faire du pain, ils devaient construire un four. Ils devaient broyer les grains eux-mêmes pour faire de la farine. Ils devaient aller chercher de l'eau. Ils voulaient prendre une douche, ils devaient marcher. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené, si vous vous êtes déjà promené en Inde du Sud, dans les campagnes, mais vous voyez des personnes qui marchent 2-3 kilomètres pour aller prendre un bain. Vous voyez des personnes qui marchent avec un sac rempli de vêtements et puis qui vont laver les vêtements. Bon, là, c'est les dames qui lavent les vêtements et il faut voir la force qu'elles ont pour taper les vêtements sur les pierres, les essorer, les laver. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Et donc, aller demander à des personnes comme cela de pratiquer encore des postures de yoga qui vont les fatiguer encore un peu plus. D'autant plus qu'elles sont déjà fortes, elles sont déjà flexibles, et elles ont déjà toutes ces qualités-là. Donc, le yoga n'a pas été conçu simplement d'un point de vue physique. Mais je vous l'accorde volontiers pour nous, occidentaux, qui passons notre vie assis. On est dans une forme de désévolution, je ne sais pas comment dire les choses. On voit, vous connaissez ce petit dessin là, on voit l'homme qui vient du singe, puis il se relève doucement, il passe une étape, et puis il devient l'homo sapiens, et puis il devient l'homme internet, et puis il se retasse, vous comprenez, vous connaissez ça, il redevient un singe dans sa posture. Donc, vous voyez ce petit dessin là, parce que Facebook nous donne quand même quelques perles de sagesse de temps en temps. Et il faut arriver à voir la sagesse où elle est, vous savez. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, ça fait du bien de bouger son corps un peu. Et que les postures font partie d'un bien-être. Et que les postures vont avoir, si elles sont bien utilisées, si on comprend le but dans lequel on les utilise, si on ne les utilise pas trop, si on les oriente dans une bonne direction, c'est vrai que les postures vont avoir un effet magique sur nous. C'est vrai qu'elles vont nous permettre de digérer mieux, de dormir mieux, d'évacuer du stress, de relever notre colonne vertébrale, d'être plus en paix, etc. C'est vrai. Mais elles ne doivent pas être une obsession. Tout le titre de la conférence qui est au-delà des postures. Ça veut dire qu'on ne nie pas les postures. On ne les nie pas, mais on les dépasse. Parce que les postures pour elles-mêmes n'ont pas une grande valeur. Et j'arrive au deuxième point de cette conférence. Et là, c'est toujours extrêmement important parce que je pense que c'est un message qui est relativement nouveau, sauf pour les personnes qui sont déjà en formation ou qui ont été formées, c'est que les postures ont des effets sur les personnes et chaque posture a un effet différent sur la personne. Vous savez qu'on associe les postures à différents éléments. On associe certaines postures à un élément plus terrestre, plus lourd, plus structurant, plus détendant, qui va donner plus de cohérence. Postures comme coucher sur le dos, par exemple, les postures de flexion vers l'avant. Ce sont des postures qui vont vous permettre d'être plus détendu, plus calme, plus terrestre. À l'inverse, vous avez des postures qui vont vous donner énormément d'énergie. Toutes les postures d'ouverture de la cage thoracique, des postures comme le héros, la table à deux pieds, l'arc, sont des postures qui vont beaucoup plus avoir un impact sur l'élément espace ou sur l'élément vent, c'est-à-dire des éléments qui vous donnent de l'expansion. Donc vous avez des postures qui vont vous donner beaucoup d'énergie et vous avez des postures qui vont vous centrer. Alors il faut savoir à qui donner quelle posture. Parce que si vous avez déjà quelqu'un d'extrêmement aérien, qui a du mal à s'ancrer, pour qui c'est difficile de garder ses pensées dans une seule direction, et que cette personne-là, vous lui donnez des postures qui sont très aériennes aussi, vous allez la perdre, parce que vous allez amener un élément chez elle qui est déjà en excès. Vous allez amener du mouvement chez quelqu'un qui est déjà à l'intérieur, ou aussi physiquement, qui est déjà très en mouvement. Et donc à la place de calmer quelqu'un,
à la place de l'équilibrer, à la place de ramener la personne vers un état plus naturel, à la place d'essayer de contrebalancer les effets négatifs de notre vie, grâce à une bonne pratique de yoga, eh bien vous allez augmenter ses défauts. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème. Et c'est pour ça que c'est une certaine catégorie de personnes qui font du yoga Bikram, là, vous savez, dans lequel il fait 45 degrés, on vous met dans un sauna, et on ferme la porte à clé pour être sûr que vous ne vous échappiez pas. Parce que vous avez payé pour ça, donc vous payez pour qu'on ferme la porte à clé, vous savez, vous devez donner votre consentement. Vous savez, c'est très particulier. Hein. Et vous devez faire des pratiques qui vous font transpirer, avec extrêmement beaucoup de mouvements, etc., alors que vous êtes déjà dans une pièce qui fait 45 degrés et que certains sont déjà prêts à éclater. Mais il y a des personnes, ils trouvent leur compte, parce que, si vous voulez, ce sont des personnes, en général, qui vont là, et je ne rigole pas, hein, ce sont souvent des personnes qui sont déjà fort stressées dans la vie, qui ont énormément de responsabilités et qui ont un élément qui est très développé chez elles, c'est l'élément feu. Ce sont des personnes qui sont déjà très forts dans quelque chose comment dire, de très proactif, vous savez, où il faut maîtriser, contrôler la situation, où on travaille 12 heures par jour, etc. Et ces personnes-là, elles vont dans ces endroits-là et elles se disent « Ah, j'ai enfin trouvé une énergie qui correspond à la mienne ». Alors elles vont là, et puis ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'au jour où elles feront un burn-out. Parce que le but du yoga, c'est justement pas d'augmenter nos défauts. Le but du yoga, c'est de diminuer les parties qui, en nous, ne sont pas équilibrées à cause de notre style de vie et de pouvoir aller, se rafraîchir dans sa pratique. Vous savez, quand j'étais en Inde et que j'observais des séances de yoga thérapeutique, de yoga qu'on dit thérapeutique en français, la première question que les professeurs posaient toujours aux Indiens qui venaient les consulter, c'est « Comment est-ce que vous vous sentez après la pratique ?» Pour voir si la pratique est adaptée. Comment est-ce que vous vous sentez après la pratique? Si la personne disait quelque chose du style « Je me suis senti rafraîchi, j'avais plus d'énergie, je me sentais vraiment renouvelé, je sentais que j'avais de nouveau une nouvelle énergie en moi », c'est que c'était une pratique qui était bonne et on allait dans la direction, on continuait à donner des outils qui étaient dans cette direction-là. Si par contre la personne exprimait le fait que, ou qu'on pouvait voir que chez la personne il y avait encore beaucoup de mouvements, qu'elle n'était pas calmée, qu'elle avait un peu moins bien dormi, etc., etc., alors on allait dans une autre direction et on changeait la pratique. Parce que l'idée, c'est d'essayer de comprendre la personne qu'on a en face de nous et d'essayer de pouvoir donner des outils qui vont dans la direction souhaitée pour pouvoir contrebalancer les effets négatifs. Alors oui, on utilise les postures, c'est vrai, on les utilise dans cette optique-là et on les utilise dans une optique responsable et surtout dans une optique dans laquelle les postures vont venir aider la personne et ne vont pas être une contrainte supplémentaire dans sa vie. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga 20-25 minutes par jour et c'est amplement suffisant pour amener un changement drastique dans leur vie. Drastique. Et je ne sais pas, les personnes ici qui pratiquent le matin, mais je ne sais pas si vous avez, parce que j'ai beaucoup d'élèves comme ça qui pratiquent 20 minutes le matin, mais le jour où elles n'ont pas fait leur pratique, elles vont passer une journée d'enfer. Parce que comme on n'est pas centré, on n'a pas pris ces 20 minutes pour se centrer, pour sentir comment on était, pour avoir un miroir de soi, pour voir qu'aujourd'hui on est comme ceci, comme ça, et pour éventuellement corriger les défauts qu'on peut avoir en se réveillant, eh bien, on part tout de suite dans l'action, et c'est l'action qui nous rend un miroir de nous-mêmes, et pas la pratique. Et donc il est trop tard parfois pour se corriger, parce que quand on n'est pas tout à fait centré, on s'en rend compte, mais on s'en rend compte en retard. Tandis que quand vous faites une petite pratique, même 10-15 minutes avant de commencer la journée, vous le savez si vous êtes centré ou pas. Et vous pouvez changer vos projets en fonction. C'est pour ça que c'est très difficile de vivre avec moi. Parce que je suis toujours en train de changer mes projets. Et si mon épouse était là, elle vous le dirait. Les choses changent d'une minute à l'autre parce que c'est important qu'on puisse faire des choses en fonction de la manière dont on se sent. Vous savez, le yoga, c'est un renversement par rapport à la manière dont on vit.
Et le yoga, c'est revenir à soi, c'est vrai, c'est revenir à soi, mais pas d'une manière égoïste, vous savez, où on a des yogis qui disent « moi je fais du yoga, je sais, la société ne m'intéresse plus, je ne vais pas travailler, ces gens-là sont des incultes, ça ne m'intéresse pas, moi je fais du yoga, j'ai raison, blabla ». Non, non, pas du tout. Le yoga, c'est un retour à soi, mais pour être plus en harmonie avec l'extérieur. Mais donc, c'est vrai que c'est une forme de maîtrise de sa vie. On reprend nous-mêmes les rênes de notre vie. Ce matin, non, il y a 2 ou 3 jours d'ici, j'ai été amener mon gamin de 6 ans pour la première fois à l'école primaire. Et j'étais très content d'abord parce que c'est un grand pas en avant, qu'il est dans une chouette école, etc. Mais vous savez, quand la cloche a sonné, drink, tous les enfants doivent se ranger. Quelle violence! Et ce sera comme ça pendant encore au moins 12 ans. Dès qu'il y a une sonnette, à l'instant même, qu'ils fassent pipi, qu'ils jouent au billes, qu'ils soient en train de manger un bifi, un Snickers, ce que sais-je, ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire, à l'instant même, sinon on va se faire engueuler, prendre leur énorme mallette qui va leur péter le dos dans 12 ans. On a tous une scoliose aujourd'hui. On se demande pourquoi. Moi, j'ai plein d'élèves qui viennent chez moi et qui me disent une scoliose. Pourquoi? Tu es allé à l'école? Ben voilà, c'est normal. Je veux dire, à moins que tu aies séché les cours de 6 à 12 ans, c'est normal que tu aies une scoliose. Je veux dire. Et c'est vrai. Hein, et on les voit comme ça et ils doivent se fondre dans le moule. Et qu'on le veuille ou non, que ce soit une pédagogie active ou non, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. À partir de ce moment-là, le monde ne tourne plus autour d'eux, c'est eux qui doivent tourner autour du monde. Et en partie, c'est bien. Parce qu'on doit apprendre à nos enfants à comprendre qu'il y a des responsabilités, qu'ils doivent prendre soin des choses. En partie, c'est bien. Mais si on est trop fanatique, on va briser leur rythme naturel. On va briser une partie de leur ressenti. Parce que vous savez, imaginez-vous, je ne sais pas moi, imaginez-vous, vous êtes en train d'avoir une conversation avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis, disons, 2 semaines. Vous racontez quelque chose de passionnant. Vous êtes dans des retrouvailles extraordinaires. D'un coup, drink, fini. Vous voyez? Et sur une base régulière, on vient invalider vos sentiments. Sur une base régulière, on vient invalider vos sentiments, vos émotions et les relations que vous pouvez avoir avec quelqu'un en vous disant, vous savez, le fait que vous soyez en train de rire maintenant, ce n'est pas autant important que d'écouter quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on leur envoie comme message. 6, 8 fois par jour pendant 12 ans. C'est ça qu'on leur envoie comme message. Vous savez, ce que vous êtes en train de vivre là, la petite tristesse que vous avez, peu importe, vous savez, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est d'être fonctionnel, c'est d'être utile. Hop. Et petit à petit, ces choses-là laissent des marques en nous. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait autant de burn-out aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant qu'on ait autant de relations qui cassent, qu'on ait autant de divorces, qu'on ait autant de problèmes, parce qu'on n'est plus capable de se relier à nous-mêmes, parce qu'on a invalidé nos sentiments pendant de nombreuses années et on nous a dit que l'éducation c'était ça, que pour devenir utile il fallait le faire, que pour avoir un diplôme on devait invalider nos sentiments. Et c'est ici que le yoga est intéressant, parce que je ne dis pas qu'il faut révolutionner l'école. Je le dis quand même un peu, mais je ne le dis pas tout à fait, en tout cas pas du jour au lendemain. Ce que je dis, c'est qu'on doit trouver des moyens dans notre vie pour se réconcilier avec notre propre réalité, pour se réaccorder avec toutes les différentes cordes d'intérieur qu'on a, réécouter le son de nos émotions, réécouter le son de nos sentiments, apprendre quand ils sonnent justes, apprendre quand ils sonnent faux, et pouvoir construire sa vie en fonction de sa musique intérieure. C'est aussi très important. Et on est allé dans un extrême de déconnexion à soi. On est allé dans un extrême, et le but, ce n'est pas d'aller dans l'autre extrême. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne rasons pas les écoles du jour au lendemain. N'allons pas trouver les instituts en leur disant maintenant c'est terminé, etc. Non. Mais petit à petit, renouons avec des moyens pour être en accord avec qui on est et surtout,
pour retrouver cette sensation qu'on a perdue, qui est oui, ce qu'on ressent est valide. Et j'ai le droit d'avoir des sentiments, mes sentiments sont valides, et c'est grâce à mes sentiments que je vais construire ma vie. Parce que sinon, vous allez jouer une musique qui joue faux pendant longtemps. Et à force d'écouter votre brouhaha intérieur, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Vous comprenez ? C'est comme quand on va à un concert de punk ou de rock, on y est depuis 10 minutes et on a envie de partir. Vous savez, quand j'avais 20 ans, j'ai été vivre au Portugal et il y avait une boîte de nuit assez extraordinaire. C'est qu'on rentrait gratuitement, mais pour partir, il fallait payer. Je n'ai jamais compris parce que c'était rempli patraque et donc j'avais déjà dû me battre pendant 45 minutes pour sortir de la boîte de nuit, pour me rendre compte que je n'avais pas une thune, donc je devais retraverser la boîte de nuit, demander à mes amis et retraverser encore la boîte de nuit pour pouvoir partir. Tellement le bruit était fort. Mais c'est la même chose en fait avec notre harmonie et notre orchestre intérieur, vous savez. Si je joue faux en permanence, on va faire des burn-out, on va faire des déprimes, on va faire de l'anxiété, on va perdre le sommeil, on va perdre l'appétit, on n'arrivera plus à s'accorder avec les personnes qu'on aime, on n'arrivera plus à s'accorder avec les personnes qu'on n'aime pas, parce que c'est encore plus difficile et pourtant on doit le faire. Vous comprenez ? Et donc, le yoga, au-delà d'être une posture, le yoga, c'est un moyen qu'on a de pouvoir retourner, écouter notre sonorité intérieure, et d'essayer d'en faire une musique qu'on apprécie, qui est la nôtre, et essayer que cette musique puisse résonner d'une manière relativement correcte avec les musiques qui sont à l'extérieur de nous. C'est pas pour rien, vous savez, que les yogis avaient un outil extrêmement rare, extrêmement puissant, pardon, mais qui est très très mal connu aujourd'hui, qui s'appelle le Nada Yoga. C'est le yoga du son. Et c'est le dernier chapitre d'un livre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle le Hatha Yoga Pradipika. Ça veut dire la petite lumière du yoga, qui a été écrit par un yogi qui s'appelle Svat Marama. Et le 4e chapitre, parce que ça veut dire que vous êtes déjà bien avancé dans les 3 premiers. Vous avez déjà fait des postures, c'est le 1er chapitre. Et puis vous êtes déjà pas mal avancé en respiration, c'est le 2e chapitre. Et puis, vous avez aussi fait des postures un peu plus spéciales qu'on appelle les mudras et qui ont pour objectif de jouer sur votre feu digestif pour vous permettre de brûler tout un tas d'impuretés inconscientes. Et enfin, seulement, vous pouvez vraiment écouter et méditer sur votre sonorité intérieure. Vous savez, le Nada Yoga, c'est un outil du yoga. C'est un outil extrêmement important du yoga. Et je suis loin d'être un spécialiste là-dedans, mais mon professeur Kaustubh Desikachar en connaît beaucoup, beaucoup plus et j'espère qu'un jour, il donnera un séminaire sur ce thème-là. Et pourquoi est-ce qu'on est resté aux postures ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore allé dans quelque chose comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à rentrer dans les outils du yoga qui sont un peu plus subtils et qui vont nous permettre d'être un peu plus en harmonie avec nous-mêmes ? Je pense qu'il y a 2 grandes raisons. Je pense qu'il y a 2 grandes raisons. La première raison, c'est que toutes les personnes qui ont une démarche intérieure sincère, le savent. C'est extrêmement difficile de voir ses propres problèmes. Et donc, quand on ferme les yeux et qu'on écoute, à la première fausse note, on se dit « je vais ouvrir les yeux tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir écouter ça plus longtemps ». Vous comprenez ? C'est vraiment terriblement difficile de régler ses propres problèmes et de voir qu'on a le devoir de se transformer soi-même. Et là, le yoga peut vous aider, mais c'est vous qui devez vous transformer. Le yoga, c'est un miroir. Il va vous montrer les différents aspects de vous-même et il va vous les montrer, plus vous allez pratiquer, plus il va vous montrer des choses sur vous-même d'une manière neutre. Donc vous allez vous voir tel que vous êtes. Et chez tout le monde, il y a une part intéressante, il y a une belle part, et puis il y a une part horrible, ou une part moins belle. Mais chez tout le monde, on a tous des démons intérieurs, on a tous des volcans qu'on n'arrive pas à éteindre, on a tous des mauvaises herbes, on a tous des chantiers et des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on a éteints, qu'on a mis de côté et dont on ne s'occupe pas. Et
Oui, ça demande beaucoup de courage. Et aussi, parfois, les personnes qui commencent une démarche de yoga, elles se sentent tellement bien grâce au yoga, parce que quand on débute une démarche de yoga, on a beaucoup plus d'énergie, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de fantastique, et c'est vrai, on a trouvé un très très bel outil en tout cas. Et on a plein d'énergie, on commence à voir mieux, à entendre mieux, à sentir mieux, on dort mieux, on a l'impression d'être maître de sa vie, d'avoir trouvé quelque chose qu'on adore, d'avoir trouvé un nouvel ami, etc. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à voir tout ce qui ne va pas, eh bien, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui devons changer. Ce n'est pas le yoga qui va nous changer, c'est nous-mêmes qui devons faire un effort pour changer. Et ça, c'est déjà un gros changement de paradigme. Parce qu'en général, quand on a mal à la tête, on prend une pilule, on n'a plus mal à la tête. On a une angine, on prend un médicament, on n'a plus mal à la gorge. On ne sait pas dormir, on prend un médicament, on dort. Le yoga, ce n'est pas du tout ça. Le yoga, c'est vraiment vous qui, grâce à un travail intérieur, vous allez affronter vos zones d'ombre qui demandent à être encore qui demandent à être encore revisitées. Vous allez les affronter vous-même et c'est vous-même qui allez devoir accepter de transformer ça. Ce n'est pas le yoga qui va le faire. Le yoga va vous aider, mais c'est vous qui devez le faire. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui fait qu'on a du mal à aller très en profondeur. Et c'est tout à fait humain. Et de temps en temps, on a besoin d'un miroir extérieur, d'un ami, d'un conjoint, d'un mari, d'un prof, pour nous montrer qu'en fait, il est possible qu'on doive un tout petit peu continuer à avancer, malgré le fait qu'on pensait qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le marketing qui est autour du yoga aujourd'hui, et qui est terriblement triste. C'est que, oui, on a bien compris que le yoga était un nouveau paradigme de bien-être, et oui, on a bien compris que c'était quelque chose de positif, et que si on pratiquait le yoga, on allait rapidement avoir des effets positifs dans notre vie. Et donc, on est un peu désespéré, la société est en train de changer de paradigme, on est en train de commencer à voir les bienfaits du yoga, et du coup, toutes les entreprises de communication, toutes les entreprises de marketing, tout un tas de personnes plus ou moins bien intentionnées se mettent à construire des centres de yoga à coup de pub sur Google. Et vous avez des personnes qui ne connaissent pas le yoga, qui ne connaissent pas bien le yoga, ou des personnes qui croient connaître le yoga, ça il y en a beaucoup, qui se mettent à l'enseigner, et qui elles-mêmes n'ont pas été profondément dans un chemin intérieur, et donc qui ont du mal à guider d'autres personnes dans ce chemin-là. Vous comprenez? Et donc vous avez une forme d'abus par rapport à cette belle discipline indienne. Vous avez une forme d'abus, puisqu'on l'utilise d'une manière non spirituelle. On l'utilise d'une manière matérielle. On l'utilise pour se faire de l'argent. On l'utilise pour avoir du pouvoir sur les autres. On l'utilise pour vendre du yaourt. On l'utilise, c'est dingue, mais on l'utilise par exemple pour faire vivre sa ferme. Le chèvre yoga, ce n'est rien d'autre que ça. C'est des gens qui ont une ferme et qui se sont dit comment est-ce qu'on va faire vivre notre ferme, on n'y arrive plus, on va faire venir des gens, on va leur faire faire du yoga avec nos chèvres, les chèvres vont faire caca sur le tapis et elles vont leur manger les cheveux, on va faire toute une petite théorie autour de ça et les gens vont venir, ils vont faire du yoga et hop, et ce sont des personnes qui se font des fortunes en inventant un style de yoga qui s'appelle le chèvre yoga parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de l'agriculture. Je vous promets, c'est ça, si vous allez voir, c'est ça. Et on va vous dire quelque chose du style, on va vous dire, si vous arrivez à faire une posture alors qu'une chèvre vous mange les cheveux, c'est que vous êtes vraiment un vrai yogi. Vous voyez? Alors vous voyez quelqu'un de complètement déconnecté, qui fait une posture de yoga avec une chèvre sur le dos et qui lui tire les cheveux et la personne elle a... Vous voyez? Voilà ce qu'on fait du yoga. Et c'est rigolo parce que ça a pris... Je veux dire, ça a pris une dimension tellement absurde et tellement caricaturale que oui, on a le droit d'en rire, mais en fait, c'est triste. En fait, c'est triste. Parce qu'on abuse d'un outil qui provient du fin fond de l'Inde, qui provient vraiment de l'histoire des racines de l'Inde, qui vient d'une culture totalement différente.
totalement différentes. Et on prend la partie la plus visible de l'iceberg, on la présente aux foules, et on vous dit voilà, c'est ça le yoga, et on coupe toute la partie immergée de l'iceberg en disant mais ça, c'est pas notre culture, alors on s'en fout. Vous savez, c'est de l'abus occidental par rapport au yoga. Et ce n'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire du yoga comme les Indiens. C'est vrai qu'on doit prendre en compte la culture d'aujourd'hui et la manière dont on vit et la modernité d'aujourd'hui et qu'on doit adapter le yoga au style de vie qu'on a aujourd'hui pour pouvoir se reconnecter à nous-mêmes, se reconnecter à la société, se reconnecter à la nature. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'on devrait avoir un tout petit peu plus de respect pour l'Inde, pour la culture de l'Inde et pour les origines du yoga et essayer de comprendre les choses d'un point de vue du yoga. Par exemple, je vois tout un tas de formations dans lesquelles on essaye de mélanger des concepts de la médecine occidentale avec des concepts de yoga. Les deux ne peuvent pas se comprendre. Le yoga était là avant, il a un autre point de vue sur le corps. Le yoga, il a un point de vue sur le corps qui est lié aux éléments, qui est lié à la nature, qui est lié à l'énergie. La médecine moderne est magnifique, elle m'a sauvé la vie, je ne la blâmerai jamais, mais elle a un point de vue sur le corps qui est un point de vue de mesure, d'expérimentation, de chimie, de physique. Pas du tout la même chose. Ce sont deux concepts différents et je pense que si on veut respecter la médecine, je pense qu'on doit voir la médecine d'un point de vue de la médecine. Et je pense que si on veut respecter le yoga, on doit voir le yoga d'un point de vue du yoga. Vous comprenez? Et pas sans cesse être en train d'essayer de mélanger les genres pour faire quelque chose de soi-disant acceptable pour le grand public. Et pour pouvoir faire quelque chose qui se vend bien. Vous voyez? C'est une forme d'abus. En fait, c'est une forme de racisme déguisé. Je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est dire, nous on prend ce qu'on veut dans cette culture-là, et le reste on le laisse, et c'est nous qui décidons, sans même essayer de comprendre sans même essayer de comprendre ce qui est au fin fond de cette culture, et essayer vraiment d'en saisir le cœur. Parce que c'est vrai, ce sera plus difficile pour nous de comprendre le yoga en profondeur, parce que cette discipline provient d'une autre culture. C'est vrai, on doit faire des efforts un peu plus supplémentaires que d'autres. C'est vrai. Mais alors pourquoi ne pas les faire? Pourquoi s'arrêter aux postures? Pourquoi s'arrêter au point de vue le plus superficiel? Et pourquoi essayer de se vendre sur Instagram en se mettant dans des postures bizarres? Vous comprenez? C'est ça le sens de cette conférence-ci qui est revenons au cœur du yoga, revenons à cette chose qu'on a en nous, qui s'appelle le cœur, qu'on soit occidentaux ou indiens, avec cette conscience, ce namasté dont on parlait tout à l'heure. Le yoga nous dit qu'on a tous une étincelle de vie à l'intérieur de nous. En sanskrit, on l'appelle le purusha, qui est un principe de vie, qui est acquis. Le yoga n'essaie pas de l'expliquer. La science essaye, mais elle n'y arrive pas. Le yoga, lui, n'essaie pas. Il dit ça y est, c'est tout, c'est comme ça. On a tous une conscience, on est tous vivants. C'est un fait. Le yoga part de là. Il dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de pratiquer en revenant à ce fondamental-là, on a tous un cœur, et d'essayer de pratiquer avec une forme d'humilité et une forme de bienveillance envers nous-mêmes pour essayer de retrouver une forme de musique intérieure qui nous permette de pouvoir mieux jouer la symphonie de notre vie. Parce que c'est ça le yoga, c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça, c'est d'essayer de réharmoniser sa propre vibration avec notre propre nature. Et d'essayer que le bruit qu'on fait quand on ferme les yeux, on puisse l'apprécier. Vous savez, les yogis d'autrefois, quand ils fermaient les yeux et qu'ils restaient les yeux, ils ne se forçaient pas à garder les yeux fermés pendant 4 heures pour pouvoir méditer, parce qu'il faut absolument méditer. Ils fermaient les yeux, ils écoutaient cette musique, et quand la musique avait fini de jouer, ils ouvraient les yeux, c'était très simple. On ne se forçait pas à méditer comme aujourd'hui, on ferme les yeux et puis on essaie de tenir le plus longtemps possible. Et toi, tu as médité combien de temps? 20 minutes, et toi, 30 minutes, oh, wow, tu médites plus que moi, comment tu as fait, etc. Vous comprenez? C'est vraiment un retour à soi. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ces idées fondamentales avec vous. Et je me
demandais si on pouvait passer 15 ou 20 minutes à faire des questions-réponses pour voir si on pouvait faire une deuxième partie qui est un peu plus interactive. Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une question ou l'autre? Non? Si vous n'avez pas de questions, je peux vous proposer un exercice. Oui? Peut-être qu'après, vous aurez une question. Le temps de digérer tout ce qui a été dit. Et donc, on va faire un exercice de yoga qui n'est pas un exercice de posture. Pardon? Vous allez vous mettre sur la tête, en équilibre sur les mains, hop. Ok, prenez un moment pour fermer les yeux. Simplement, fermez les yeux. Une chose très importante à notre époque, c'est d'étendre les épaules. Parce qu'on a tous des grosses tensions dans les épaules. Ça a une origine, hein, ces tensions-là. Ça a une origine. Détendez les épaules. Fermez les yeux. Et je ne sais pas si vous sentez, mais directement la respiration, vous la sentez en faisant ça. Et en fait, elle s'allonge, que vous le vouliez ou non. Et donc là, observez la respiration, et plus vous allez l'observer, plus elle va s'allonger d'elle-même. Et la qualité de votre mental change en même temps que votre respiration change. Et mettez une ou deux mains sur votre ventre, simplement. Ça s'appelle un nyasa en sanskrit. Simplement mettez une main sur le ventre et observez le mouvement du ventre quand vous respirez, sans le juger. Restez simplement un moment comme ça. Et ramenez vos sens à l'intérieur de vous-même. Écoutez votre respiration avec vos oreilles, mais sentez-la aussi avec votre main. Écoutez-la avec votre gorge. Revenez vraiment à vous-même à un moment. Et alors vous allez allonger doucement l'expire. Vous allez sentir que la main, doucement, va revenir vers l'intérieur, mais plus doucement. Légèrement plus doucement. Vous allez allonger l'expiration. Il y a quelque chose qui change dans votre mental. Vos épaules se descendent encore plus grâce à la respiration. Quelque chose se détend. Quand vous le souhaiterez, vous ramènerez cette main-là sur la jambe. Voilà. Et quand vous le souhaiterez, vous ouvrirez les yeux.
est-ce que vous vous sentez différemment maintenant qu'il y a 3 minutes quand on a commencé l'exercice? Oui? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Oui? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui se sentent fatiguées après l'exercice qu'avant? Oui ou non? Oui. Je vois bien, il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux un peu plus petits. Levez un peu la main, les personnes qui se sentent honnêtement un peu fatiguées maintenant, levez un peu la main. Ok, gardez la main levée. Les personnes qui ne sentaient pas cette fatigue il y a 10 minutes, baissez la main. Voilà, vous voyez l'expérimentation. Vous étiez fatigué, vous n'êtes pas beaucoup plus fatigué maintenant qu'il y a 10 minutes. Mais cette fatigue, vous travaillez quelque part, à votre insu. Mais votre corps n'est pas beaucoup plus fatigué maintenant qu'il y a 10 minutes. Pas du tout. Légèrement. Légèrement. Mais cette fatigue, maintenant, vous êtes en contact avec. Parce que vous avez pris 3 minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Vous avez pris 3 minutes pour vous concentrer sur votre corps et pour écouter leur message. Et vous avez accepté le message de votre corps. Et maintenant, vous avez accepté de le vivre. Grâce à la respiration, vous avez accepté de mettre certains mécanismes de défense qu'on met tous en place dans notre vie pour pouvoir fonctionner. On a tous des mécanismes de défense pour fonctionner. Mais en respirant et en acceptant d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez accepté un moment de mettre ces mécanismes de côté et de sentir et d'être en contact avec votre propre réalité. Pas la mienne, la vôtre. Pas celle de votre voisin, la vôtre. Vous comprenez? Et c'est ça la beauté du yoga dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça la beauté du yoga. C'est qu'en faisant un peu de yoga tous les jours vous revenez à vous-même. Et donc vous êtes capable de pouvoir vivre une vie qui vous appartient, qui est beaucoup plus en harmonie avec la vibration de votre corps, qui est beaucoup plus en harmonie avec la vibration de vos émotions, qui est beaucoup plus en harmonie avec la vibration de votre mental. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais bizarrement, l'Occident a oublié ces choses-là. On a oublié de revenir à l'intérieur de soi. On est dans une forme obsessive de maîtrise de l'extérieur, de la réalité des autres, de la réalité de la technologie, etc. Mais d'une certaine manière, on a oublié ce contact avec soi-même. Vous comprenez? Et ces respirations, elles sont directement en lien avec le mental. Vous avez tous pu sentir à quel point, si vous travaillez sur votre respiration, votre mental va changer. Parce qu'il y a un lien indéfectible entre la respiration et le mental. La Hatha Yoga Pradipika dit les choses comme ça. Elle dit Chalevate chalam chittam nischale nischalam bhavet. Quand la respiration est calme, le mental est calme. Quand la respiration est agitée, le mental est agité. Tato vayum nirodhayet. C'est pour ça que le yogi doit travailler sur sa respiration, pour avoir un mental qui est plus stable, qui est plus ferme. Vous comprenez? Et là, on a fait 3 minutes de yoga. Mais c'est 3 minutes de yoga qui valent beaucoup plus que 2h30 de posture. Ok? Elles valent beaucoup plus que 2h30 de posture. Néanmoins, une pratique adaptée de yoga peut transformer votre vie, mais d'une manière tout à fait authentique. Puisque c'est vous-même qui prendrez des décisions en fonction de votre propre ressenti. C'est vous-même, c'est une clé supplémentaire que vous allez avoir à disposition pour pouvoir vivre une vie qui vous appartient. Vous comprenez? C'est ça le yoga d'aujourd'hui, c'est ça le yoga. C'est un retour authentique à soi avec des outils extraordinaires pour pouvoir revenir à ses propres fondamentaux. Voilà, les personnes qui connaissent, chantez avec moi pour conclure, s'il vous plaît, et puis on terminera alors. Ok? Sahana vavatu
Sahanau bhunaktu sahaviryang karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vitveshavahai. Shanti, Shanti, Shanti. Merci beaucoup.